va donc commencer cette 11e conférence de présentation du baromètre de la performance énergétique. Aujourd'hui, nous nous réunissons afin de vous présenter les résultats du baromètre de la performance énergétique 2022 au NIDA. Cette conférence est organisée en partenariat avec Altaria, que l'on remercie de nous accueillir. Pour nous, la présentation du baromètre, c'est aussi l'occasion de vous souhaiter nos vœux et de consacrer le partenariat que nous avons noué au fil du temps avec l'ADEME. Donc cet après-midi va se dérouler en plusieurs temps. Sabine Brunel, directrice adjointe de l'OID, vous présentera les résultats du baromètre dans quelques minutes. Mais pas seulement les résultats, les indicateurs et aussi les analyses qu'on peut en tirer sur différents dispositifs, dont notamment le top 15 et le top 30 de la taxonomie verte européenne pour la France. Cette présentation sera commentée et aussi suivie d'une table ronde composée d'acteurs de la chaîne de valeur, Altaria, Société de la Tour Eiffel et Kaufmann & Bro. Et ensuite, il sera normalement 17h30 si nous ne terminons pas en retard. Et vous aurez l'opportunité de pouvoir visiter le NIDA en plusieurs petits groupes. Alors, je ne suis pas du tout dans l'organisation, je m'en excuse, mais je pense que tout sera très bien expliqué plus tard dans l'après-midi. Une petite heure de visite pour, après, vous accueillir autour d'un cocktail dînatoire. Et à ce moment-là, normalement, l'ADEME et notre présidente Sabine Guaitadeno devraient nous avoir rejoints pour des vœux un peu plus officiels et une présentation un peu plus officielle du partenariat avec l'ADEME. Voilà pour le programme de la journée. En ce qui me concerne, moi, ce que je voulais quand même vraiment souligner, c'était qu'aujourd'hui, c'était vraiment la 11e édition du baromètre. On collecte des données énergétiques de consommation depuis 11 ans et aussi d'autres données environnementales, pour ceux qui ne savent pas, sur l'eau et les déchets, afin de produire annuellement des statistiques pour l'industrie immobilière. Ce travail il est rendu possible par le soutien de toutes les organisations qui adhèrent à l'OID et qui nous financent, il faut le dire, et aussi partagent leur retour d'expérience, contribuent en données. Donc, moi, en préparant ce discours ce matin, je marchais dans la rue, je suis tombé sur un graphe, il était écrit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Alors, merci déjà à tous ces 110 membres que compte aujourd'hui l'association, avec qui nous pouvons aller chaque année plus loin sur ce baromètre. C'est mon premier point. En France, aujourd'hui, le parc tertiaire il est estimé à près d'1 milliard de mètres carrés, pour être précis, 960 millions de mètres carrés. Si on enlève le public, aujourd'hui, la base de données de l'OID, qui fait 70 millions de mètres carrés, couvre environ 15% du parc tertiaire privé. Et nous avons aussi une part grandissante sur le parc logement détenu par des professionnels. Bien entendu, ce sont les professionnels adhérents de l'OID qui contribuent de plus en plus sur cette part-là du parc. Et aussi, dans le cadre du programme européen, ce sont des partenaires, pour la plupart français, mais qui ont des portefeuilles pan-européens qui petit à petit nous aident à constituer une base de données à cette échelle. Il faut savoir que ce long travail technique, fastidieux et chronophage est audité annuellement par notre partenaire historique, la société PwC. Et PwC suit les mêmes diligences pour auditer la qualité de notre travail qui suit lors de la vérification de nos rapports RSE, déclaration de performance extra-financière, pour ceux qui connaissent l'exercice. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point aussi, par rapport à tous ces indicateurs qu'on produit annuellement, il faut savoir que la manière dont les calculs, elle est publique dans un protocole de reporting. Ça fait d'ailleurs partie des diligences de PwC et la publication de ces informations sera disponible dans le cadre des annexes techniques à tout le travail qu'on fait sur la taxonomie depuis plusieurs mois. Excuse-moi. Ceci étant dit, moi je voulais aussi mettre en exergue toutes les applications secondaires qu'on pouvait avoir de seulement produire un baromètre annuel, parce que vous le savez peut-être, mais on a produit des premiers indicateurs top 15, top 30 en juin 2020. Donc en juin 2020, on publiait les premiers indicateurs top 15 pour les bâtiments tertiaires. Ces chiffres ont alors été updatés début 2022 lors de la publication du premier guide de l'OID sur la taxonomie. Et aujourd'hui, nous vous délivrons la mise à jour 2023.
qu'il faut quand même bien avoir en tête, et on avait déjà communiqué là-dessus, c'est que aujourd'hui, si on considère par exemple le parc de logement, le ministère de la Transition écologique a arrêté ce qu'il considérait comme être le top 15, top 30 en s'appuyant sur la base de données des diagnostics de performance énergétique. Il a fait en octobre 2022 et a annoncé par là même qu'il ferait le même exercice sur les bâtiments tertiaires à terme en s'appuyant sur la base de données Opera. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est la raison aussi pour laquelle nous, on travaille main dans la main depuis des années avec l'ADEME et qu'on va continuer à le faire, c'est qu'à terme, sur ces sujets-là qui sont très réglementaires, c'est les ministères qui donneront les données top 15, top 30 pour toutes les typologies d'actifs. Et donc, actuellement, nous sommes d'une certaine manière dans un moment de transition qui va avoir tendance à se stabiliser à moyen, long terme. Voilà. Donc, aujourd'hui, le baromètre de la performance énergétique, c'est la référence en France pour le suivi de la consommation énergétique réelle du parc. Il nous permet non seulement de proposer des indicateurs taxonomie, mais aussi de faire des analyses complémentaires sur l'efficacité de certains dispositifs, les certifications environnementales, les rénovations énergétiques, les pratiques en matière de rénovation, et surtout, et on est dans le momentum, sur la valeur verte. Parce qu'il faut quand même bien réaliser que, compte tenu de la manière dont les normes sont en train de se créer, aujourd'hui, dans le secteur du bâtiment, l'efficacité énergétique et l'efficacité carbone est la pierre angulaire de la valeur verte de demain, ou d'autres diront de la déco de brune de demain. Voilà. Donc, tout ce travail-là, indépendamment du fait qu'il y ait une saisine par l'État des top 15 et top 30, nous, on pense qu'il est absolument nécessaire de continuer à le faire pour mener tout type d'analyse, et ceci en toute indépendance. L'exercice en 2023 sur ce chantier va être de pouvoir l'implémenter petit à petit via des nouveaux outils sur notre plateforme qui s'appelle Resilience for Real Estate, comme un module supplémentaire au module déjà existant sur l'analyse des risques liés au changement climatique et l'analyse des risques liés à la biodiversité, BATADAPT et BioDivat. On va développer petit à petit un certain nombre de fonctionnalités basées sur l'ensemble de ces données. Et on travaille déjà en lien avec l'ADEME. Aujourd'hui, le plan bâtiment durable a été mandaté sur le plan de sobriété énergétique. Il va y avoir des retours à faire remonter, des données à faire remonter pour regarder l'efficacité des plans de sobriété qui auront été mis en œuvre l'hiver dernier. Et enfin, on travaille aussi en partenariat avec l'AICN, l'Alliance immobilière pour la convergence numérique. Voilà, merci. Donc voilà, avant de laisser la main à Sabine, moi je voulais juste revenir un petit peu sur une note de tendance qu'on publie annuellement dans le cadre d'une publication qui s'appelle Immobilier durable, que s'est-il passé dans l'année N-1. Donc la dernière, c'était Immobilier durable, que s'est-il passé en 2022, perspective 2023. Elle a été publiée il y a 2 semaines. Si vous avez été ailleurs ou en congé sabbatique en 2022, allez la lire. Vous aurez normalement l'essentiel des informations à savoir pour l'industrie immobilière en matière de développement durable. Et donc voilà ce qu'on y dit, c'est que c'est sur un fond de financiarisation et de montée en puissance forte de la finance verte que l'immobilier durable français se renforce considérablement avec l'entrée en vigueur de dispositifs parmi les plus ambitieux au niveau international, comme le décret tertiaire ou encore la réglementation environnementale 2020. En effet, il existe très peu de pays dans le monde qui ait mis un objectif direct de résultat de diminution des consommations énergétiques réelles sur le parc tertiaire. Et je dis bien direct parce que la plupart des États se fixent des objectifs, mais des objectifs directs dont on mesurera sur les résultats, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de nouveau parce que la plupart des dispositifs, en général, sont plus des engagements de moyens que des engagements de résultats. En voici pour le décret tertiaire et concernant la réglementation environnementale 2020, qui permet, soit dit en passant, de remplir le critère vert NZ-10% de la taxonomie européenne, selon le ministère toujours. Elle a aussi consacré le fait de prendre en compte le poids carbone de la construction. Cela fait des années qu'on sait qu'un unique mètre carré construit pèse pour au moins 50 ans
d'émissions de gaz à effet de serre de la consommation du même mètre carré. Ça fait des années qu'on le sait. Et donc, ça paraît quand même encore étonnant que des États et des acteurs puissent parler de décarbonation de leur parc immobilier sans inclure le poids carbone de la construction et de la rénovation dans leur politique de décarbonation. En ce sens-là, la France est en avance sur cette réglementation. Donc, l'immobilier durable français montre-t-il la voie? Et la question est de savoir, est-ce que le contexte économique et géopolitique nous ramènera-t-il en arrière dans des logiques un peu plus court-termistes? Ce qui est sûr, c'est que la notion de sobriété n'est plus tabou. Elle a été consacrée le 6 octobre 2022 lors de la présentation du plan de sobriété par le gouvernement. D'autant que ce levier d'action constitue aussi un facteur majeur de résilience économique. Donc, à notre sens, l'année 2023 elle va être décisive pour la tenue des objectifs environnementaux qui, nous le pensons, sont un facteur de résilience nationale et économique. Il y a également des signaux faibles sur les sujets tels que la biodiversité, qu'on essaie d'adresser avec BIG, et aussi sur l'essor des énergies renouvelables avec une loi en cours de constitution. Cette année aussi, on va bénéficier des premiers retours d'expérience sur l'application de la taxonomie verte européenne, du dispositif éco-énergie tertiaire et de l'efficacité du plan de sobriété. Ce qui nous permettra d'y voir un peu plus clair sur la trajectoire de la transition écologique de l'immobilier. De notre côté, au niveau de l'ID, on va focaliser notre action sur la formation. On est en train d'imaginer une initiative qui s'appelle le Label ID, un dispositif aussi qui nous permet de massifier la communication. Parce que nous, notre objet, c'est vraiment d'accélérer la transition écologique et on se rend bien compte que plus on touchera de personnes, plus on arrivera à embarquer la transition écologique dans l'industrie. Donc on a un enjeu fort, vu qu'on produit déjà beaucoup de ressources, à mieux communiquer et à toucher beaucoup plus de monde. Ça, c'est un point qui est certain. Après, en parallèle de ça, bien sûr, on va continuer à approfondir toutes les thématiques sur lesquelles on est historiquement, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, la taxonomie, la finance, le baromètre et surtout la valeur verte. Donc moi, pour conclure, je voudrais quand même faire passer un petit message, c'est que, et je reviens sur mon point d'avant, si le changement climatique ne s'arrête pas aux frontières de la France, c'est certain, la tenue des objectifs environnementaux en matière de sobriété, de préservation des ressources vivantes, minières et aquifères, et enfin l'adaptation sont des facteurs stratégiques de la résilience nationale et économique dans une vision de long terme. Donc nous, à l'OID, nous misons plus sur ce pari et nous pensons qu'à long terme, ces objectifs environnementaux seront bénéfiques pour tous et pour notre économie. Voilà, je vous remercie. Je vais donner la parole à Sabine et je vous souhaite une bonne conférence. Donc bonjour à toutes et à tous. Et sans plus tarder, ce que je vous propose cet après-midi, c'est de plonger ensemble dans le réel. On parle de décarbonation, on parle d'objectifs macro ou sectoriels. On se fixe des trajectoires qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est regarder concrètement, dans la vie réelle, dans les vraies consommations observées, ce qu'il en est. Et à quel point on accomplit ou non ces fameux objectifs qu'on se fixe. Alors, pour vous donner une petite idée de ce moment qu'on va passer ensemble, donc le temps de la conférence va se dérouler en deux parties. Lors de cette première partie, je vais vous présenter les principaux résultats de ce baromètre 2022 ainsi que faire un focus sur certaines actualités réglementaires. À la fin de ce temps, j'aimerais vraiment réussir à sanctuariser un petit temps de questions-réponses, donc je vais vraiment faire au mieux pour ça. Et puis, lors de la deuxième partie de cette conférence, la deuxième heure, je serai rejointe sur scène par trois intervenants de cette table ronde sur la taxonomie européenne. La question étant, constitue-t-elle un outil de décarbonation? Donc, nous aurons l'occasion d'échanger ensemble pendant cette seconde heure, à l'issue de laquelle, de la même façon, on aura un petit temps de questions-réponses ensemble. Alors, concernant la présentation des résultats du baromètre, donc on peut passer à la slide suivante. Je ne vais pas m'étendre sur cette slide parce que Loïs en a un petit peu parlé. Ce processus qui a maintenant plus d'une décennie, donc on commence à l'avoir rodé.
Il suit un petit peu les mêmes étapes d'année en année. Il est audité par Price et pour nous, c'est vraiment un travail de fond qui est cyclique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que là, nous sommes lors de la publication de ce baromètre, lors de laquelle nous allons vous annoncer les top 15, top 30 de cette année, en fin de cycle. Donc, la fin du cycle étant signée de façon ultime par l'envoi des rapports de benchmark. Chaque contributeur à ce baromètre reçoit fin février un rapport de benchmark qui compare ses données individuelles avec celles de son marché. Donc, à la fin de l'envoi de ces rapports de benchmark, quelque part, le cycle, sans plus tarder, repart pour un tour et nous entamons déjà la préparation du baromètre de l'édition suivante. Alors, cette année, ce sont 30 contributeurs qui nous ont transmis leurs données et je voudrais vraiment les remercier chaleureusement parce que sans eux, on n'aurait pas pu produire tout ce travail qui est utile collectivement. Et nous le savons, ce travail de collecte de données pour vous est un travail fastidieux et chronophage en effet. Voilà, et donc on a une base de données qui compte cette année 25 300 bâtiments. Donc quand on dit 25 300 bâtiments, c'est toute typologie d'actifs confondus. Et avant d'aller plus avant dans la présentation, il y a un tout petit rappel méthodologique que je me permets de vous donner en préambule, qui est que depuis plusieurs années maintenant, les calculs que nous vous présentons, donc les moyennes, que ce soit les consommations énergétiques ou les émissions de gaz à effet de serre, ces moyennes sont en réalité sur une base triennale. Donc les moyennes que je vous présente aujourd'hui, elles se basent sur les moyennes 2021, donc les données de consommation des années 2021, 2020 et 2019. Quand je vous donne une évolution par rapport à l'année N-1, ça veut dire que je compare cette triennale-là avec la triennale qui comprend les années 2020, 2019 et 2018. Voilà, je précise parce que cette petite particularité méthodologique, elle a des conséquences. Elle a pour conséquence de lisser bien sûr les effets d'une année particulière. Une année particulière, ce peut être l'effet, je ne sais pas moi, d'une crise sanitaire par exemple, ou alors une année particulièrement rigoureuse sur le plan climatique, ou à l'inverse, plus douce. Donc l'idée de la triennale, c'est justement de lisser un petit peu ces effets-là pour regarder les tendances qui se renforcent d'année en année. Alors, concernant ces indicateurs que vous avez vus apparaître sur votre écran, donc les indicateurs énergétiques, là encore, c'est un peu un parti pris de cette publication depuis plusieurs années. Nous vous proposons toujours sur l'ensemble des croisements que nous faisons, nous vous proposons toujours le double indicateur énergie primaire et énergie finale. La raison en est assez simple. On sait qu'en France, on a des dispositifs qui s'appuient sur l'énergie finale, d'autres sur l'énergie primaire. Par ailleurs, quand on élargit et qu'on dézoome un tout petit peu pour regarder ce que font nos voisins européens, l'énergie primaire reste un indicateur qui est privilégié. Donc, de façon à vous permettre de pouvoir vous référer à l'indicateur le plus utile pour vous en fonction de telle ou telle réglementation, nous vous présentons l'ensemble de ces indicateurs en double comptabilité, si je puis dire. Alors, ce qu'on observe de marquant cette année, c'est que sur les bureaux et les résidentiels notamment, il y a vraiment un reflux, enfin une diminution conséquente de la consommation énergétique, que ce soit en énergie primaire ou en énergie finale, donc qui viennent un petit peu s'accentuer d'année en année, et j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin, notamment dans le cas des bureaux. Vous le voyez aussi, on a deux nouveaux indicateurs phares, donc, que sont les hôtels et les actifs de santé. Donc on est ravis de pouvoir vous donner ce premier jalon pour cette année pour ces deux typologies d'actifs. Ce qui va être intéressant pour nous dorénavant, ce sera justement d'en suivre les évolutions d'année en année. Donc pour les hôtels, l'indicateur en énergie finale s'établit en moyenne à 150 kWh par mètre carré par an. Et puis pour la santé, on a cet indicateur en énergie finale à 197 kWh par mètre carré par an. Le cas des centres commerciaux, donc vous le voyez, il y a une hausse des consommations énergétiques. Donc c'est vrai que sur les centres commerciaux, et je pense que ceux parmi vous qui se sont frottés au dispositif éco-énergie tertiaire l'ont peut-être vu, la question de la répartition des périmètres de reporting entre les bailleurs et les preneurs sont un petit peu, j'allais dire, en cours de stabilisation. Alors, ce sont des choses qui peuvent un peu varier,
Et donc, ça peut en partie expliquer ces variations. Alors, sur la slide suivante, on retrouve un petit peu la même chose, mais les indicateurs cette fois-ci hors énergie. Donc, on a des indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre surfaciques, ainsi que les indicateurs déchets et eau pour les bureaux. Donc, ici, on a des tendances à peu près similaires, avec sur l'eau et les déchets, donc on calcule simplement pour les bureaux, une certaine stabilisation, je dirais, des ratios qu'on observe d'année en année. Voilà pour cette slide. J'essaie aussi de garder un certain tempo. Donc, voilà. Alors maintenant, on va faire un focus sur les bâtiments de bureaux. Donc, l'indicateur en énergie finale, il est cette année à 146 kWh par mètre carré par an. Et j'allais dire, la première chose à regarder de près et qui est intéressante pour nous d'année en année à observer, c'est la trajectoire sur les 10 dernières années. Alors, c'est ce que vous voyez justement sur cette slide. On a deux courbes sur cette trajectoire. On a une courbe bleue, si je puis dire, à peu près, qui vous donne le niveau de consommation réelle, observé, j'allais dire, de façon brute. Et vous avez une courbe corail qui, elle, vient simuler les effets d'un climat normal sur la consommation. Autrement dit, elle vient nous dire si l'année était conforme à une norme constante, voilà ce que ça donnerait en consommation. Alors, ces graphes sont intéressants parce qu'ils permettent de découpler la part qui est due à la diminution des consommations énergétiques. Donc, on peut estimer que c'est la part due aux efforts des acteurs pour réellement moins consommer, de la part qui est due à une consommation plus faible du fait d'un climat moins rigoureux cette année-là. Et donc, ce qu'on observe, c'est que 2021 a été, pour la première fois depuis 2013, une année légèrement plus rigoureuse que la normale. Ce qui veut dire que le rebond qu'on observe en 2021, vous voyez là très nettement, c'est un rebond qui s'explique principalement justement par cette différence de rigueur climatique. Alors, évidemment, quand on regarde cette double courbe, on pourrait se dire, OK, donc si je regarde la correction de la courbe climatique, je pourrais me dire que la tendance est effectivement très positive avec une pente de courbe de diminution qui augmente d'année en année. En revanche, il faut quand même garder à l'esprit que ce qu'on émet réellement et la consommation réelle d'énergie que nous faisons, c'est bien cette courbe bleue. Donc, quelque part, il y a une question qui se pose, qui est d'arriver à mettre en place des leviers d'action et de diminution des consommations énergétiques suffisants pour ne pas être quasiment entièrement effacé par j'allais dire, un aléa climatique de rigueur d'une année ou une autre. Voilà. Et on a procédé au même exercice sur les émissions de gaz à effet de serre directement, avec cette fois-ci un effet donc, que vous verrez, je ne vous présente pas là, mais que vous verrez dans la publication, l'effet du verdissement des réseaux, qu'on isole effectivement dans la publication pour encore pointer du doigt la part effort des acteurs et la part décarbonation, j'allais dire, collective des sources d'énergie. Alors en réalité, ce que vous voyez là, du coup, correspond effectivement à une réalité, puisque le verdissement des réseaux œuvre et concourt évidemment à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. En revanche, il y a plusieurs choses qui posent question. D'une part, la variation moyenne annuelle de ces émissions, elle s'établit à moins 2,2% depuis ces années. Alors que si on voulait atteindre l'objectif de 2030 établi par la stratégie nationale bas carbone, on devrait avoir une diminution annuelle de 4,5% par an. Donc, clairement, il y a une marche que nous n'avons pas encore atteinte pour nous dire qu'on peut sereinement atteindre l'objectif 2030. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on regarde de plus près les enjeux des réseaux urbains, de chaleur ou de froid, on se rend compte que la décarbonation de leur mix énergétique n'est pas assez rapide. Donc là, il y a aussi un enjeu collectif et certes, ça relève du collectif, mais il est clair que vous, acteurs, actrices de l'immobilier, il y a aussi peut-être ce message à porter auprès des
des différentes institutions et des différentes organisations pour accélérer cette décarbonation des réseaux urbains. Voilà. Hop. Et donc, on en arrive à une slide, encore une fois, qui est une slide qui commence à devenir habituelle pour ceux qui ont peut-être suivi les éditions précédentes, qui est une distribution en énergie finale des consommations de bureaux. Alors, on a établi comme marqueur un taux, un niveau de 107 kWh par mètre carré qui correspond à un seuil applicable selon le dispositif éco-énergie tertiaire. Alors, pour vous donner un tout petit peu plus de corps sur ce seuil, c'est un seuil qui correspond à des bureaux standards, situés à moins de 400 mètres d'altitude, et qui correspond à une zone géographique H1, c'est-à-dire une zone qui couvre l'Est et le Nord de la France. Donc, concrètement, c'est un taux qui s'appliquerait pour la plupart des bureaux franciliens. Voilà pourquoi on a choisi de le mettre en avant. Et donc, quand on compare la répartition des consommations par rapport à ce taux, donc, qui est la marge 2030 du dispositif, on se rend compte qu'on en a un petit quart, 23%, qui sont d'ores et déjà conformes, donc qui sont à ce niveau ou en dessous. On a 30% de l'échantillon qui sont à moins de 40% d'écart de l'objectif valeur absolue. Donc, pour eux, l'objectif en valeur absolue paraît jouable, en tout cas plus rapidement que cette marge des 40% relatifs. Et puis, on a une petite moitié de l'échantillon, 47% précisément, qui se situe au-delà de 40% au-dessus de ce niveau. Donc, ce sont les bâtiments, justement, pour lesquels, quelque part, cette possibilité d'objectif en valeur relative a été établie et qui, eux, devraient l'atteindre plus rapidement que l'objectif en valeur absolue. Voilà, ce sont des chiffres qui sont, on va dire, tendanciellement en amélioration par rapport à ceux que je présentais l'année dernière, mais pas forcément complètement différents. Donc, effectivement, la part qui est d'ores et déjà conforme augmente d'année en année, mais tendanciellement seulement. Alors, une chose que je voulais également évoquer aujourd'hui avec vous, c'est la consommation énergétique selon la localisation des bâtiments. Donc, quand on regarde, quand on distingue notamment, on va dire, l'Île-de-France et le reste de la France, on obtient vraiment des écarts de consommation énergétique qui sont assez nets. Puisque pour l'ensemble des actifs franciliens, on a une consommation qui se situe à plus 17% par rapport au seuil standard, là où les actifs qui sont situés en région ou en métropole régionale se situent, eux, plutôt à moins 12% par rapport à ce standard. Les métropoles régionales, donc, vous les retrouverez listées dans la publication, mais ce sont Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Aix-en-Provence et Lyon. Donc là, il y a vraiment une question qui se pose. Donc, soit les franciliens vraiment consomment beaucoup, c'est individuel, soit c'est personnel, soit il y a des structures de bâtiments peut-être qui sont différenciées, des besoins des locataires qui sont différents, des standings de bâtiments qui génèrent des besoins, donc des consommations, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, il y a une réflexion là en latence sur finalement, qu'est-ce qu'un bâtiment de bureau sobre? Est-ce que c'est un bâtiment splendide mais bourré de services qui consomment de l'énergie, ou un bâtiment finalement peut-être plus banal dans sa conception et même son apparence, mais qui de fait présente des niveaux de consommation plus faibles. Alors, de la même façon, on a essayé de faire ressortir certaines spécificités des bâtiments de bureaux pour regarder les évolutions et variations sur les consommations énergétiques. Alors, il y a une première remarque que je voudrais faire, c'est quand on regarde par exemple les bureaux certifiés en exploitation ou les contrats de performance énergétique, on se rend compte que leur consommation énergétique, elle se situe au-dessus de la moyenne. Alors, ça ne veut pas forcément dire que mettre une certification en exploitation ou un contrat de performance énergétique sur ces bâtiments soit une mauvaise idée. On peut à l'inverse penser que les gestionnaires vont privilégier précisément dans leur parc les bâtiments qui sont peut-être un peu plus loin de leur idéal de consommation
et mettre en œuvre des certifications ou bien alors des contrats de performance énergétique pour réussir à gérer quelque part leur atterrissage énergétique. Donc voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur la construction, rénovation et sur les bureaux construits après 2008, on se rend compte que là, il y a une sorte de talon, si je puis dire, qui est à peu près au niveau du standard. Alors, c'est la première fois qu'on observe pour les bureaux construits après 2008. D'année en année, on avait vraiment un décrochage et une avance de cette catégorie d'actifs par rapport à la consommation énergétique des autres types de bâtiments. Et là, ce qu'on observe, c'est comme s'il y avait un phénomène de rattrapage petit à petit des autres bâtiments vers, j'allais dire, ce standard peut-être un petit peu plus efficient des bâtiments plus récents. Voilà, donc la question qui se pose, c'est que se passera-t-il l'année prochaine? Alors voilà, donc très rapidement, ce tour d'horizon sur les bureaux. Et j'en viens maintenant aux hôtels, donc, qui constituent une nouveauté de cette année. Sachant que, alors sur le graphe suivant, on a fait l'exercice de rapporter la consommation énergétique par mètre carré des hôtels. Après tout, c'est comme ça qu'on fonctionne sur ce baromètre et d'ailleurs sur d'autres textes réglementaires. Et là, on s'est rendu compte qu'à la fois en énergie primaire et en énergie finale, on avait vraiment pas du tout de corrélation linéaire entre le niveau de standing des hôtels, donc le nombre d'étoiles, et le niveau de consommation énergétique par mètre carré. Donc il y a vraiment un fléchissement au niveau des hôtels 3-4 étoiles avant de rebondir pour les hôtels très luxueux. Alors, et en réalité, c'est vrai que quand on observe la façon dont les professionnels de l'hôtellerie raisonnent et calculent, on se rend compte que eux raisonnent en réalité par chambre, qu'il s'agisse surtout d'ailleurs d'indicateurs économiques et financiers. C'est vraiment le raisonnement par chambre qui prévaut. Et du coup, alors voilà, je vous ai mis l'exemple du RevPAR, donc c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas, donc le Revenue per Available Room, qui donne ce niveau de revenu généré par l'hôtel sur l'ensemble des chambres disponibles. Et donc on s'est dit, que se passe-t-il si on calcule la consommation énergétique, cette fois-ci par chambre? Et là, vous le voyez, pour le coup, on retrouve un niveau progressif des consommations énergétiques par rapport au standing de l'hôtel. Alors, l'explication qu'on pose, c'est que, évidemment, les hôtels très économiques ont une taille de chambre très réduite qui génère une densité de consommation énergétique au mètre carré plus importante, puisque les équipements, un certain nombre d'équipements sont évidemment multipliés par le nombre de chambres. En revanche, ce qu'on voit dans tous les cas, c'est que les hôtels donc très luxueux, hein, là on parle des 5 étoiles ou palaces, eux, pareil, l'hypothèse c'est qu'il y a des équipements communs tellement énergivores qu'ils viennent compenser bien au-delà le fait que ces chambres soient beaucoup plus spacieuses. Donc évidemment, on peut imaginer qu'une piscine, un sauna, ce genre d'équipement doit évidemment fatalement peser. Donc là, on va dire, à un moment donné, on passe un seuil de niveau de prestation qui fait qu'on n'a plus cet effet d'élargissement des chambres. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire rapidement sur les hôtels. Et j'en viens aux actifs de santé. Donc pareil, c'est une typologie nouvelle et donc on a une consommation moyenne en énergie finale de 197 kWh par mètre carré pour ces actifs. Alors, 3 sous-typologies ont été définies cette année sur ces actifs. Alors, c'est vraiment des typologies qui ont été établies en concertation avec les personnes qui gèrent ce type d'actifs, parce que c'est vraiment des actifs spécifiques. Donc, on a distingué les centres hospitaliers publics et privés, les établissements médico-sociaux et les EHPAD. Alors, il y a plusieurs caractéristiques qui les distinguent. La première caractéristique, je dirais, c'est le niveau d'équipement
qui est associé. Donc, effectivement, sans surprise, j'allais dire, les cliniques et les hôpitaux, ils ont besoin d'un nombre d'équipements variés, complets, permettant de poser des diagnostics pour tout un tas de situations et effectivement énergivores. Donc, c'est eux qui ressortent au niveau le plus élevé. Ils sont à 241 kWh par mètre carré par an. Et puis, il y a aussi la durée du séjour aussi qui distingue ces typologies d'actifs. Parce qu'à l'autre bout du spectre, les EHPAD sont des établissements sur lesquels on a un temps de séjour qui est plus long et en revanche un taux d'équipement qui n'a rien à voir et qui d'ailleurs les rapproche quelque part en comportement énergétique, qui les rapproche plus des catégories d'hôtels qu'on a vues précédemment dans les niveaux, dans les ordres de grandeur. Puisque là, on se retrouve à un niveau de 176 kWh par mètre carré. Et puis les établissements médico-sociaux qui sont des regroupements professionnels de santé, là, on est encore sur des usages qui sont beaucoup plus légers en termes de consommation et qui requièrent, qui se reflètent très nettement sur les indicateurs. Voilà, donc j'allais dire sur ces actifs-là, les hypothèses qu'on aurait pu faire sur les niveaux de consommation respectifs ont correspondu avec la réalité. Ce qui fait toujours plaisir quand ça arrive. Voilà, donc là c'était la première partie de la présentation qui portait donc sur les résultats du baromètre 2022. Évidemment, ce que je vous donne ici, c'est un aperçu le plus complet possible, mais dans le temps imparti. Mais vous trouverez plus de détails, d'analyses et de graphes dans la présentation du baromètre, dans le baromètre en lui-même. Voilà, et donc, ce qu'on voulait faire également, c'est un tout petit point d'actualité réglementaire. Alors, rassurez-vous, on ne va pas s'étendre trop longuement sur ces actualités réglementaires. J'en ai choisi 4 pour leur côté complémentaire et un peu varié. C'est sur la slide suivante. Sachant que, comme Loïs l'a mentionné en introduction, nous avons de toute façon une publication dédiée à la réglementation 2022. Mais alors, si je fais si je mets cette focale sur l'énergie et le climat, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de 2022? Alors, je ne dis pas que c'est exhaustif, on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui, mais donc j'ai mis le dispositif éco-énergie tertiaire, l'ARE 2020, la loi d'accélération des ENR et la taxinomie européenne. Alors, juste pour vous donner un petit aperçu de ces 4 textes, déjà, ce qui est important de voir, c'est qu'on a des textes d'initiative européenne et des textes franco-français, si je puis dire. Et puis, ce qui est aussi intéressant pour 2022, pour des gens comme nous ou comme vous, qui suivez quelque part ces thématiques depuis des années, c'est que 2022, ça a été enfin la concrétisation de plusieurs dispositifs pardonnez-moi l'expression, qu'on se traînait depuis des années et des années. Donc, c'est notamment le cas du dispositif éco-énergie tertiaire, puisque j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous avaient dû faire cet exercice cette année, enfin, de saisie des données sur Opérat. Et c'est le cas aussi de la RE 2020, qui est entrée en vigueur progressivement sur plusieurs typologies d'actifs au cours de cette année 2022, après avoir été repoussée un certain nombre de mois. Voilà, quoi qu'il en soit, vous voyez, alors c'est évidemment pas pour que vous lisiez, j'ai conscience que c'est tout petit, mais cette infographie réglementaire, elle est intégrée au baromètre, évidemment, elle sera aussi disponible de façon séparée sur notre centre de ressources Talouen tout à l'heure. Alors, du coup, si je regarde le décret tertiaire, donc très rapidement, où en sommes-nous? Il y a eu relance. Et ça, c'est peut-être la nouvelle la plus concrète de cette année, il y a eu relance des concertations du ministère pour élaborer les valeurs absolues manquantes. Vous le savez, il y a tout un pan de typologies d'actifs qui n'ont toujours pas leur seuil applicable au titre du décret. Et donc, cet automne, donc depuis le mois d'octobre, les concertations se sont relancées, notamment sur les hôtels et les commerces, mais pas que. Donc là, il semblerait que la méthodologie doit permettre d'aboutir à des seuils. Donc,
ceux qui m'ont déjà entendu en parler le savent, je ne me risque plus à donner de date sur le dispositif éco-énergie tertiaire. Mais voilà, ça devrait arriver quand même en 2023. Allez, je tente ma chance quand même. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet enjeu de la déclaration de l'année de référence, donc cette année qui doit permettre de servir d'étalon pour le calcul de la première diminution à 2030 et pour vérifier qu'on est bien au-dessus de 40% de diminution de consommation énergétique, et bien cette année de référence, elle continuera à être modifiable en 2023, donc a priori jusqu'à fin septembre 2023. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que pour vous qui avez un premier retour d'expérience sur cette saisie de données, vous allez pouvoir vous appuyer sur cet apprentissage pour potentiellement ajuster votre année de référence. Donc ça, c'était quand même une information aussi importante. Mais la date butoir, elle, a eu lieu au 31/12/2022. Alors j'avoue, je n'ai pas été sur Opéra voir si c'est encore ouvert, mais en tout cas, officiellement, la date de saisie a bien été figée au 31 décembre 2022. Alors, sur la slide suivante, rapidement encore une fois, donc la RE 2020, donc évidemment, ce texte, il est intéressant, donc on vous remet là encore pour balayer, mais il s'inscrit évidemment dans la lignée des RT précédentes, mais il a vraiment pour ambition d'aller plus loin et d'embarquer des thématiques beaucoup plus larges, ce qui est le cas, hein, ça on peut lui reconnaître que ce soit le cas. Donc, par exemple, intégrer l'adaptation au changement climatique via la notion de conformité. Donc ça, ce sont des éléments qui ont été ajoutés. Et puis, au-delà des limites de consommation énergétique, l'intégration des plafonds carbone, que ce soit en phase de construction, voire d'exploitation des bâtiments, bah, elle est aussi intéressante parce que, quelque part, elle permet vraiment d'inscrire dans la durée cette question de maîtrise des émissions de CO2. Et puis, dernière chose peut-être intéressante sur ce... Pas dernière chose, mais pour aujourd'hui, dernière chose intéressante sur ce dispositif, c'est aussi qu'il prévoit dès le départ un renforcement progressif de ces seuils tout au long de la décennie 2020. Donc là encore, et on aura l'occasion d'en parler, mais cette année, ça a été la grande année de découverte concrète de cette norme constructive par les promoteurs et les constructeurs. Et donc, ce sera intéressant de voir comment ils sentent les choses par rapport à cette évolution des seuils qui arrivera aussi. Alors, la loi d'accélération des ENR maintenant. Alors, cette loi d'accélération des ENR, je vous ai mis un graphe qui est intéressant parce qu'il montre la part des ENR dans le mix énergétique en France et en Europe. Donc, 19% en France, 22% dans l'Union européenne. Alors, le contexte de départ, c'est qu'en 2009, on s'était fixé, l'Union européenne, un objectif de au moins 20% d'ENR dans le mix énergétique. Cet objectif a été traduit en France par un objectif renforcé à 23% d'ENR dans le mix en 2020. Et donc, vous le voyez, la France a raté son objectif 2020, elle a raté son objectif renforcé, mais elle est aussi en dessous de la moyenne européenne qui est à 22%. Et aussi au-dessus du seuil qui était au départ prévu pour l'Europe de 20%. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte que cette loi d'accélération de l'ENR voit le jour, sachant qu'il y a évidemment un contexte géopolitique et énergétique en Europe qui a énormément bougé en 2022, et que du coup, la question de la résilience énergétique et économique, hein, d'ailleurs, elle se pose de façon beaucoup plus accrue. Alors, par rapport au bâtiment, il y a des impacts qui sont observés, mais qui sont quand même limités. Donc, il y a le renforcement et l'élargissement de mesures qui étaient déjà intégrées dans des textes précédents, notamment la loi énergie-climat de 2019. Et parmi ces mesures, par exemple, des seuils à partir desquels les installations de panneaux photovoltaïques en toiture sont obligatoires, et les typologies d'actifs pour lesquels elles seraient obligatoires. Donc, il y a eu des élargissements de périmètre finalement assujettis, si je puis dire, à ces contraintes. Et il y a quand même une obligation nouvelle qui est de couvrir la moitié des surfaces des parkings de plus de 80 places d'ombrières photovoltaïques. Alors, cette obligation, elle est applicable pour les parkings de plus de 80 places.
et elle se décompose en deux échéances réglementaires entre 2026 et 2028 en fonction du nombre de places des parkings. Mais elle va quand même poser question pour les acteurs. Et last but not least, sur la slide suivante, la taxinomie européenne. Alors, je vais pas vous parler de toute la taxinomie européenne, juste de l'atténuation, pour vous dire que les critères d'atténuation, on les connaît, ils requièrent des acteurs soit de présenter des DPE en contribution substantielle, donc la contribution majeure au référentiel, soit DPE classe A, ou dire qu'on fait partie du top 15% du marché, et ce qu'on appelle le critère DNSH, eh bien, dire qu'on a un DPE A, B ou C, ou qu'on fait partie du top 30% de son marché. Et puis, une information quand même importante, c'est que le ministère a confirmé que les bâtiments construits sous RE 2020 pourraient logiquement faire valoir qu'ils atteignent cet objectif de NZ-10%. Et donc, par rapport à ces top 15, top 30, effectivement, je ne vais pas y revenir parce que Loïs l'a rappelé, mais c'est vraiment un travail qu'on mène depuis maintenant plusieurs années. Et aujourd'hui, ce qu'on considère, c'est que ces top 15, top 30 sont vraiment des repères incontournables pour pouvoir déclarer les alignements à la taxinomie. Donc, tout au long de l'année, nous allons travailler de façon concertée avec nos membres pour aboutir non pas simplement à des seuils, mais vraiment à un triptyque méthodologique, donc 3 piliers. Tout d'abord, une méthode d'élaboration qui permette de savoir comment on a procédé pour faire ces calculs. Ensuite, un mode d'emploi de ces seuils. Alors, ce mode d'emploi, il est important notamment parce que vous allez voir, on a défini des sous-typologies aux typologies. Et du coup, on a conçu dans nos documents des arbres de décision pour pouvoir classer les bâtiments prioritairement sur une catégorie d'actifs ou l'autre. Et enfin, les seuils en eux-mêmes, c'est-à-dire les top 15, top 30 pour l'ensemble des typologies, sous-typologies pour lesquelles on a été en capacité de le faire cette année. Alors, donc là, je ne vais pas commenter ces tableaux, mais simplement vous dire que, alors, évidemment, ils sont exprimés en énergie primaire, qui est ce qui est requis au titre de la taxinomie. Et donc, vous le voyez, en fait, ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est que nous avons vraiment défini ces sous-typologies d'actifs en concertation avec les membres, en intégrant leurs retours, leurs remarques et en essayant de trouver des profils de bâtiments qui soient aussi opérationnels ou opérationnalisables que possible. Donc là, vous voyez les seuils pour les bâtiments de bureaux et les hôtels. Vous les retrouverez sur Talouem. Et sur la slide suivante, vous retrouvez les seuils pour les actifs de santé ainsi que les centres commerciaux. Voilà. Et sur la slide encore suivante, je vais passer très rapidement pour pouvoir peut-être prendre quelques questions. Je vais passer très rapidement parce que... Donc, c'est encore la slide suivante. Voilà. Ah non. Bon, il manque une slide. Non, vas-y, reviens. Non, encore. Oui, voilà. Oui, non, après. Merci. Donc, pour les logements, simplement dire que, effectivement, les seuils ont été donnés par le ministère. Donc, en toute responsabilité, l'OID n'a pas calculé de seuil pour les logements cette année. Donc, voilà. Vous retrouverez tous ces documents. Je vais passer très vite là-dessus maintenant. Vous retrouvez tous ces documents sur notre site internet en fin de journée. Et quand même, un point intéressant, nous avons établi, donc c'est sur la slide suivante, un résumé exécutif en anglais, un peu plus détaillé que les années précédentes. C'est sur encore la suivante. Et l'infographie aussi taxinomie sera disponible en version anglaise. Donc n'hésitez pas à faire circuler chez vos amis et vos collègues anglophones. Et donc, je termine, et c'est aussi fondamental, sur les remerciements chaleureux de ces 30 entreprises contributrices cette année qui ont fourni ce travail, parfois de fourmis, d'allers-retours entre eux et nous, pour que nous puissions intégrer leurs données et calculer ces différents indicateurs. Voilà, je vais passer la conclusion pour passer, qui reprend des points que j'ai déjà évoqués. Et on peut peut-être
prendre 5 minutes allez, de questions-réponses. Bonjour, Marina Boucheron de Logistic Partners. Est-ce qu'éventuellement vous avez un intérêt à pouvoir aussi intégrer les entrepôts logistiques dans vos analyses? Oui, alors merci beaucoup pour cette question. Nous collectons historiquement les données sur les entrepôts logistiques. Nous avions depuis 2 ans rajouté une information pour préciser le type d'entrepôt qui était défini, enfin qui était concerné. Et on a un enjeu à vraiment, en fait, ce qu'on se dit, c'est que la logistique recouvre des réalités tellement différentes qu'on a besoin d'aller à ce niveau de détail. Donc, nous avons prévu pour 2023 un travail de concertation, alors avec les acteurs logistiques bien sûr, mais aussi avec les filières logistiques. Donc, on est en train de se rapprocher voilà, de personnes comme Afilog ou ce genre d'acteurs, vous voyez, pour justement élargir la base logistique et surtout l'élargir. Bien sûr, en quantité, c'est toujours super, mais surtout en qualité. Parce que tant qu'on n'a pas cette maille-là, en fait, ce qu'on dira recouvrera des réalités trop différentes. Donc voilà pourquoi cette année, on n'a pas pour le moment sorti de logistique. On a quand même un espoir, si ce travail de concertation porte ses fruits, de pouvoir sortir une annexe logistique avant l'été. Cyril Peter du Moniteur, en quoi les top 15, top 30 sont-ils taxinomiques? Alors, en fait, il se réfère à l'enjeu d'atténuation de la taxinomie européenne. Et en fait, ce que dit la taxinomie européenne pour l'enjeu climatique d'atténuation, elle dit soit il faut que votre bâtiment ait un DPE-A, donc ça c'est assez simple, et s'il a un DPE-A, vous pourrez dire que sur l'enjeu d'atténuation, vous avez contribué substantiellement. Soit, si vous ne pouvez pas avoir un DPE-A, il faut que vous puissiez démontrer qu'il fait partie du top 15% de son marché. Alors, sachant que les DPE-A, le nombre de bâtiments DPE-A, il est estimé entre 2 et 5%, maximum 5%, je dirais aujourd'hui. Donc, en réalité, le passage de 5% à 15%, il est aussi stratégique parce qu'il permet de donner une profondeur de marché et derrière d'enclencher une dynamique en réalité vers les actifs alignés. Donc ça, c'est le cas pour les actifs qui choisissent de contribuer prioritairement, j'allais dire substantiellement à l'atténuation. Pour les actifs qui contribuent à un autre enjeu et qui veulent s'assurer de faire le service minimum sur l'atténuation, eux, ils doivent soit avoir un DPE A, B ou C, ou démontrer qu'ils font partie du top 30% du marché. Donc, toujours dans la même logique d'élargir un petit peu la base et de s'assurer qu'on a une profondeur de marché pour lancer la dynamique. C'est vraiment une question je pense, d'embarquer le maximum d'acteurs et aussi derrière quand même de financeurs qui est ici en jeu. Pascal Poggi pour Bâtirama. Premièrement, le décret BACS, est-ce que vous pensez que ça n'aura pas d'effet? Et deuxièmement, la taxinomie européenne ne mentionne pas le DPE. Alors, le décret BACS n'aura pas d'effet sur la consommation, vous voulez dire? Alors, en fait, encore là, je n'ai pas mentionné le décret BACS. Il est intégré au calendrier réglementaire ainsi que... enfin, on en parle dans le baromètre complet. Donc, en réalité, l'enjeu du moment pour le décret BACS, c'est cette question de cet abaissement du seuil de puissance d'application. Ça aura certainement un impact sur les consommations, mais en réalité, et c'est d'ailleurs intéressant que les questions de sobriété leur mettent au bout du jour, on se rend compte que là, je ne sais plus, RTE observait que les consommations des bâtiments, elles avaient diminué de façon significative au mois de décembre. C'est-à-dire que le décret BACS sans la pierre usagée, voilà, il y a une limite aussi à ça. Mais évidemment, c'est des choses que nous entendons. Oui, il y aura un impact du décret BACS en pilotage et optimisation des consommations. Alors, pour le moment, sur les grands bâtiments, hein, ceux qui ont plus de 290
kW de puissance et demain les plus petits. Donc, on verra si le seuil qui est en discussion actuellement, il y a une concertation au mois de décembre, c'est le seuil de 70 kW. Du coup, il y a une question dans le chat qui demande, pour les top 15 et les top 30, sont-ils considérés comme représentatifs de l'ensemble du marché français? Alors, la question de la représentativité, ce qui est intéressant de se dire, c'est que si on parle de qualité de données, donc en tout cas, ce qui correspond à des... Encore une fois, je vous ai dit, c'est une exploration du réel ici. L'OID n'extrapole pas. Donc nous, on ne remplit pas les blancs. Donc ce que vous voyez là, c'est du réel tel que remonté, vérifié, audité, et ainsi de suite. Donc en termes de profondeur de marché, on trouve, en fait, j'ai envie de dire que la méthodologie, elle sera de toute façon disponible d'une façon ou d'une autre. Et comme ça, ce sera possible de voir, je ne veux pas rentrer dans les détails statistiques là, mais oui, effectivement, c'est des choses qu'on a intégrées dans l'élaboration de la méthodologie pour nous assurer que c'était bon. Et on a aussi comparé nos échantillons d'actifs, notamment avec la base DPE de l'ADEME, pour pouvoir opérer les ajustements nécessaires. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose parce que c'est une réflexion qu'on me fait souvent de dire oui, le top 15, le top 30 de l'OID sont forcément des bâtiments prime, sont forcément... alors, je peux témoigner, le patrimoine de Tour Eiffel n'est pas prime et nous participons au baromètre de l'OID depuis 10 ans. Donc non, je pense que ce n'est pas forcément les bâtiments prime qui sont dans la base de l'OID. Merci Odile. Alors, je me dois d'être maître du temps et comme on a une table ronde qui s'annonce pour cette deuxième heure, je vais inviter les intervenants à me rejoindre. Donc Bertrand Hérault de Kaufmann & Broad, Maxime Antuy d'Altarea et Odile Baxter de Société de la Tour Eiffel. Merci.